Eh bien, bonjour, bienvenue à cette nouvelle entrevue réalisée dans le cadre du 10e anniversaire du Festival de Prévost. Je suis en compagnie de Réal Godbout. Réal, salut. Bonjour. Alors, Réal, pour le bénéfice des auditrices et auditeurs qui l'ignoreraient, Réal, sans vouloir faire d'agisme, je dirais que tu es un doyen de la bande dessinée québécoise. Sûrement. Je me demande même s'il y en a qui sont de ma génération, qui ont commencé en même temps que moi, qui sont encore actifs comme auteurs de BD. En fait, il y a Louis Rémillard qui a commencé en 72, qui a eu ses premières publications en 72, et il y a Serge Gaboury qui dessine encore et qui font encore des gags. Moi, c'était même un petit peu avant. Un petit peu avant, mais... à peu près, oui. Mais donc, et je me permets de dire doyen parce que c'est cette époque qu'on a appelée le printemps de la bande dessinée québécoise, où là, tout à coup, avec évidemment la sortie de La Grande Noirceur, avec l'arrivée de mai 68, avec l'exposition universelle, tout à coup, au Québec, il y a une effervescence. Et donc, ce mouvement-là de la bande dessinée du printemps de la bande dessinée québécoise, donc, s'inscrit totalement dans cette mouvance-là. Et vous étiez une bande de jeunes et fous. Ah ouais. Jacques Urtubise, Pierre Fournier, mon Dieu, il y en a tellement nommés. Et donc, voilà, vous êtes donc en présence du doyen de la bande dessinée québécoise. Et première question... C'est pas juste ça. Ben non, pas juste ça, évidemment. On pourrait dire... Bon, alors, je vais te présenter en bonne et due forme, Réal. Réal, on te doit notamment Michel Risque. Tu es le co-créateur de Red Ketchup, un personnage iconique qui a été la locomotive du magazine Crow et qui va faire l'objet d'une adaptation en série animée à Télétoon la nuit à l'hiver 2023. Tu as été donc très actif dans le magazine Crow, même avant. On t'a vu dans BD, on t'a vu dans... Est-ce que tu étais... Non, tu n'étais pas de l'écran, tu n'étais pas de Prisme, mais tu étais dans ces eaux-là. Oh, oui, dans Mémise, on t'a vu... Je publiais déjà une histoire dans Mémise. Oui, de Michel... de Michel Risque, oui. Ouais, dans l'illustré. Donc, tu as aussi fait, en dehors de tes deux séries pour lesquelles tu es connu, donc Michel Risque et Red Ketchup, tu as fait des albums, tu as réalisé des albums en solo, soit L'Amérique ou le disparu, une adaptation du roman de Kafka. Ouais. Tu as également collaboré avec Laurent Chabin pour Quand je serai mort. Oui, ça c'est assez récent. Ça c'est assez récent. Tu as fait aussi des albums jeunesse. Les Débrouillards. Les Débrouillards. Bon, je peux que les magazines des Débrouillards, c'est une série éducative, ouais. Des biographies de grands noms de la science au Canada. Ouais. Je fais ça plusieurs années. Puis il y a toutes sortes de choses, des commandes, des trucs pour enfants, des trucs pour adultes, des illustrations, des histoires, en tout cas, un paquet de choses. Et d'ailleurs, dans les années 80, je suis tombé dans mes recherches, en fouillant dans mes archives, je suis tombé sur un collectif, vous étiez une bande de crocs, pour la CSN. Ah oui, oui. Donc, il y a ça aussi, des œuvres de commande aussi. Oui, ça, c'est moi qui avais supervisé, c'est une commande de la CSN. Puis il y avait un collectifs, c'est ça, sur la santé et sécurité au travail. Voilà. C'est ça, quand tu fais de la BD... pendant tant d'années, il y a toutes sortes de choses différentes qui se présentent, puis même encore aujourd'hui. Mais tu as donc été non seulement un acteur principal ces 50 dernières années, mais tu as aussi donc traversé 5 décennies de bande dessinée au Québec. Donc, évidemment, à tes débuts, est-ce que tu aurais cru qu'un jour, 50 ans, 40 ans plus tard, la bande dessinée au Québec en serait arrivée au stade où elle est? Bien, les conditions étaient quand même très différentes. On parle de printemps de la bande dessinée. C'est vrai qu'il y avait une effervescence, mais on ne rejoignait pas le public comme ça se fait aujourd'hui. Ça passait beaucoup par les magazines. Au début, c'était comme des fanzines. Dans le fond, des magazines qui rejoignaient le public un peu... Mais on était un petit peu inconscient. Moi, je vais gagner ma vie là-dedans. C'était un pari un peu téméraire, mais en tout cas. Mais c'est des magazines. Aujourd'hui, il y a publication en périodique. Il n'y en a pratiquement plus. À part pour la jeunesse avec, par exemple, le groupe Le Débrouillard. Qui continue, oui. Qui continue à offrir de la bande dessinée, mais sinon, c'est vrai que le magazine... Donc... ils ont plus de publication directement en album ou bien sur web. En tout cas, il y a d'autres formules
qui nous permettent de rejoindre un public, mais c'est différent. Il n'y a plus même les bandes dessinées d'un journaux, les bandes dessinées quotidiennes, on n'en voit plus tellement. J'en ai fait aussi. T'en as fait dans le journal Le Jour? Oui, pendant quelques mois. Oui, les terriens. Attends, d'ailleurs, ça, c'est intéressant, les terriens, parce que c'était un exercice formel. Oui, c'est un truc minimaliste, oui. Un peu, ouais. Et c'est drôle, parce que quand j'ai lu La guerre des arts de Francis Desharnais aux éditions Papa, quand l'album est paru, là, je me disais, hey, attends, il y a quelqu'un au Québec qui s'est déjà prêté à cet exercice-là. Et c'est en fouillant, encore une fois, dans mes archives, que je suis tombé sur les terriens. C'est ça. Ça, c'est bien avant Crow, même. Ah oui, là, on parle, les terriens, on parle du jour, on parle de 1974-75 dans ces eaux-là. Dans ce coin-là, ouais. Évidemment, quand tu parles de magazine, on a suivi Red Ketchup dans le magazine Crow, qui a été une tribune extraordinaire là, pour la bande dessinée québécoise. Ah ben oui, c'est sûr que ça, pour moi, c'est dans ma carrière comme auteur de bande dessinée, c'est à partir de ce moment-là, j'en ai fait toute la durée des années 70, j'en ai fait, mais à partir de l'apparition de Crow, là, c'est là qu'à un moment donné, on s'est mis à rejoindre le grand public, puis auteur underground, je suis devenu auteur mainstream, on peut dire. Oui. Pas parce que le contenu a changé, mais c'est parce que du jour au lendemain, on s'est mis à rejoindre un public qui est beaucoup plus large. Oui, là, on parle dans les grandes années du magazine Crow. Juste en magazine vendu, vous aviez franchi le cap du 100 000 exemplaires. Ouais. Et en comptant qu'un exemplaire circulait, environ entre 4 et 5 lecteurs, on peut donc dire que le travail a été vu par une bonne partie du Québec. Là. Ah ouais. D'ailleurs, fait intéressant, lorsqu'on regarde ta production dans les années 70, bon, évidemment, tu avances à tâtons, ton trait s'affine, t'expérimentes beaucoup, et là, tu arrives à Crow où, à chaque mois, tu dois livrer 4 planches. Alors là, tout à coup, le style, l'évolution est beaucoup plus rapide au niveau de la vitesse de croisière dans ton dessin. C'est possible, mais à un moment donné... parution régulière comme ça, un feuilleton. Puis dans la structure des histoires aussi, il y avait encore beaucoup d'improvisation, surtout au début dans Michel Risque. On écrivait un épisode, parce que faut le rappeler, là, je veux dire, quand un co-créateur avec Pierre Fournier, le personnage de Michel Risque, c'est moi qui l'ai créé. Oui. Après ça, j'ai écrit en collaboration avec Pierre quelques histoires, puis c'est ce qui est présenté dans les débuts du magazine Crow. Puis dans Michel Risque, le personnage de Red Ketchup est apparu. Donc, Red Ketchup a été créé par nous deux. Ouais. Puis, donc, on a toujours fonctionné comme ça, dans le fond, co-scénariste, puis moi, je faisais le dessin. On peut dire que Red Ketchup vous a un peu échappé à votre contrôle, parce qu'au point de départ, Red Ketchup, c'était un personnage secondaire à la fin d'un strip ou dans la dernière case, et tout à coup, ce personnage-là a tellement pris de place que finalement, il a réussi même à tasser Michel Risque. Oui, c'est curieux, parce que le personnage lui-même a marqué beaucoup l'imaginaire. Il y a des gens qui connaissent pas nécessairement les histoires, mais qui connaissent le personnage. Mais on cherchait même pas à le rendre sympathique. C'est un esti de fou. Mais c'est ça, oui, et c'est ça qui est particulier, c'est que c'est difficile de ressentir de l'empathie pour Red Ketchup. Et pourtant, on en ressent finalement comme lecteur. Mais au point de départ, lorsqu'on fait la rencontre de Red Ketchup... Mais c'est drôle parce qu'un auteur qui écrit des histoires de fiction s'identifie toujours jusqu'à un certain point à ses personnages, se reconnaît dans ses personnages. Puis je regarde Red Ketchup comme personne, puis moi comme personne, c'est très différent, mais pourtant, il y a quelque chose de moi, quelque chose de Pierre Fournier aussi, sûrement, mais... Oui. Là, je parle pour moi. Là. Oui. Il y a quelque chose de moi dans le tempérament. Pourtant, je veux dire, je suis aux antipodes de ce qu'il est dans la vie. Là, mais... Oui, puis bon, tu bois pas d'antigel. Je veux dire, tu es un homme relativement... J'ai jamais descendu personne avec un gun. Non plus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans la création une part de nous-mêmes. Et ça dans tous les personnages. Hein? Ah oui, tous les personnages. Et au final, Red, ce n'est pas le plus antipathique des personnages. Là, quand on pense à Knut, au scientifique là, qui se démembre d'album en album. Dr. Kunt. Voilà. Ça, c'est drôle parce que pour le dessin animé, pour les anglophones, parce que ça va pas paraître en anglais et en français, Kunt, ça vient, ça vient de l'anglais. C'est une allusion sexuelle, grossière et très vulgaire qu'on assumait, mais en anglais, ça passe pas. On l'appelle le Dr. K.
Ah, OK. Donc... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de censure. Le Téléthon de la nuit, on peut parler de la série. Le Téléthon de la nuit, ça s'adresse aux adultes. Ouais. Mais il y a quand même certaines choses qui passent, des choses qui passent pas. Mais généralement, c'est assez permissif, là, mais quand même. Mais parlons-en justement de la série animée, parce que depuis de nombreuses années, on entend parler du projet de film de Red Ketchup. En fait... Il y a eu plein de projets. Ben, c'est ça. En fait, les premiers projets, on remonte au tournant des années 2000, ouais. Fin des années 90. Et donc, sporadiquement revient sur le plancher cette idée d'un projet avec de vrais acteurs, ce qu'on dit en bon français en live action. Long-métrage live. Ouais. C'est ça qu'il y en était question plusieurs fois, très longtemps. Puis là, finalement, le projet est devenu une série en animation pour la télé. Ouais. J'imagine que de passer d'un live action à une série animée, on a un peu plus de liberté dans les choix parce que tout à coup, ça coûte relativement moins cher faire une explosion en animation. Oui. Pas que les explosions, je ne suis pas trop fort là-dessus. De temps en temps, mais... je veux dire des séquences d'action. C'est ça. Non, mais pour moi, c'est un peu... Quand je regarde des bandes-annonces de films d'action, il y a tout le temps la même maudite explosion. C'est un peu cliché. Mais en tout cas, anyway. Non, j'ai rien contre, là, mais bon. Oui, certainement. Il y a aussi, par exemple, l'époque. On a choisi, ces histoires-là ont été faites surtout dans les années 80-90. Ouais. On a choisi de situer l'action dans le dessin animé à l'époque où ça a été créé. Donc, ça se passe dans les années 80. D'accord. Donc, alors que pour un long-métrage live, reconstituer, c'est pas si vieux que ça, mais tu sais, il faut que reconstituer, trouver les voitures des années 80, les décors, tout, c'est déjà un peu plus compliqué de faire un film d'époque. C'est pas une époque lointaine, mais quand même. Et donc, évidemment, est parue en ligne une première bande-annonce qui a suscité vraiment beaucoup de réactions. Les gens sont très excités. On a tous très hâte de voir Red bouger sous nos yeux. Et toi, comme créateur, est-ce qu'il y a eu beaucoup de compromis à faire? Ah, bien, certainement. Je veux dire, il faut que je prenne pour acquis au départ que ça m'appartient plus totalement. Je veux dire, mais on s'arrange. Puis il y a du sang neuf qui arrive aussi dans une nouvelle vision. Puis des fois, ça accroche. Des fois, ça dépend. Ouais. Mais on évolue là-dedans, c'est certain. Est-ce que c'est difficile? Parce que, bon, tu sais, c'est votre personnage à Pierre et toi. Est-ce que ça a été difficile de laisser quand même, de le remettre entre les mains d'une équipe? Parce que... Oui, on a notre mot à dire, mais c'est sûr que c'est pas si facile que le bébé qui part de la maison. Là. Mais de toute façon, je m'occupe de ça à temps partiel, puis je m'occupe de mes projets personnels où je continue à faire de la BD, puis j'ai pas fini, là, j'ai un album. Pour moi, le plus important, c'est encore l'album sur lequel je travaille en ce moment, qui est presque fini. Et donc, évidemment, un album qui n'a rien à voir avec Red Ketchup. Oh, c'est un autre univers, c'est une autre époque. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux, à ce moment-ci, nous dire de cet album-là? OK, ça va s'appeler... C'est un album couleur, un roman graphique, même s'il y en a qui n'aiment pas l'expression roman graphique. Non, on n'en parlera pas dans le débat. Non. OK, non, pas aujourd'hui. Ça fait près de 200 pages. OK. Format italienne. Oh! Ça fait... OK, ça s'appelle « Heureux qui comme Hugo », en référence au poème « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». C'est une transposition de l'Odyssée d'Homère, mais c'est pas une adaptation comme l'Amérique, par exemple. Ça se passe de nos jours, dans un monde où les gens connaissent, il existe une œuvre connue qui s'appelle l'Odyssée, puis c'est une croisière en Méditerranée qui reconstitue les voyages d'Ulysse. Mais de nos jours, puis là, il y a toutes sortes d'éléments. Dans le fond, je me sers de l'Odyssée un peu comme des pistes d'histoire. Il y a des analogies, mais ça se passe. Puis il y a des références un petit peu même à l'art grec, mais c'est dans un style contemporain, dans un monde contemporain. Mais des fois, il y a des clins d'œil, il y a des références par exemple, je me suis amusé à dessiner dans le style des vases grecs antiques, juste à l'occasion. Puis, puis c'est en couleur. Puis, il y a ma blonde Dominique qui fait la couleur. Là, on travaille à deux parce que là, j'ai fini le noir et blanc. Fait que là, Ah oui. Là, on est en pleine production. Et donc, c'est drôle parce que avec L'Amérique où le disparu, tout à coup, dans tes projets solo,
tu vas piger du côté de la littérature. Est-ce que pour toi, c'est un terreau ou tout ça, c'est une coïncidence? Ben, c'est peut-être une coïncidence. Disons que le roman de Kafka, j'avais lu ça quand j'étais jeune, puis j'ai dit, il me semble que ça ferait une bonne BD. Puis bien des années plus tard, j'ai dit, pourquoi pas? Puis là, je me suis embarqué là-dedans. Puis l'Odyssée, ben, comme c'est pas la même chose, parce que c'est pas une adaptation. Ouais. C'est inspiré, librement inspiré de... Puis ça, c'est une idée que j'ai vue à un moment donné. Ça serait le fun de faire une croisière en Méditerranée où ce qui reconstitue les voyages d'Ulysse. Puis comme moi, je suis pas dans l'industrie du voyage, ben plutôt que de organiser une croisière, je vais faire un album de BD, c'est mon domaine. Ouais. Ben, tant mieux pour nous, hein, d'ailleurs. Puis ça reconstitue des endroits où je suis déjà allé. Par exemple, il y a une grosse partie qui se passe en Sicile. Puis je suis allé en voyage il y a quelques années en Sicile. J'ai adoré ça. Je veux dire, c'est un des plus beaux pays du monde. Et est-ce que tu as eu à te documenter beaucoup pour, par exemple, au niveau du décor? Ah, ben ça, ben là, premièrement, il y a des souvenirs de voyage. Il y a, puis, ben évidemment, je veux dire, c'est un récit de voyage, un récit d'aventure. Il y a plusieurs aspects, mais le côté voyage, ben c'est sûr, je m'inspire de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, mais c'est sûr que sur Internet, puis c'est beau sur Google Maps, je me promène dans les rues de Palerme, puis je veux dire, c'est bon. C'est quand même beaucoup plus accessible que dans le temps. J'avais une collection de National Geographic. Là, j'ai plus besoin de ça. Oui, il y avait beaucoup d'auteurs et d'autrices de bande dessinée qui étaient abonnés à justement des encyclopédies ou des National Geographic. J'ai un paquet de livres qui dorment chez nous, là, que j'ouvre plus jamais. Parce que c'est sûr que sur Internet, il faut que tu sois sélectif. Mais tu trouves pas mal tout. Mais c'est beaucoup plus rapide aussi. Ah, évidemment. Quoique, le côté analogue, hein, le fait de prendre le temps de consulter, ben, j'imagine aussi qu'on gagne du temps. Mais en même temps, on peut se perdre aussi dans Google. Oui, mais il faut que tu saches où tu t'en vas. C'est ça. Il faut pas que tu te laisses dicter nécessairement par les documents que tu trouves. Il faut que tu aies une idée en tête, puis là, tu vas voir, tu vas vérifier, tu vas... Puis, mais c'est certain. Mais ça fait partie du travail, même. C'est un côté qui est le fun, dans le fond, de faire de la recherche visuelle. Et il y a beaucoup de choses, j'imagine, Puis en même temps aussi, juste pour dire, c'est pas... Je ne vais jamais copier des photos. Je dessine pas de même. Je veux dire, c'est des sources d'informations, mais c'est toujours le décor, même s'il rappelle des endroits qui existent, c'est toujours reconstitué, c'est toujours adapté, c'est toujours transformé. Quand je serai mort avec le Five Roses, là, justement, là, quand on est dans... Saint-Henri, oui. Dans Saint-Henri. C'est ton Saint-Henri. Ah, ben ça, c'est pas Five Roses, c'est comment ça s'appelle? C'est plus sa couverture ici. Les silos, là. Oui. C'est Canadian Malting. Voilà. C'est ça. Five Roses, ça, c'est ailleurs. C'est au centre-ville. Plus loin au centre-ville, ouais, dans le Vieux-Montréal. Mais justement, là, tu parlais du fait que la documentation, maintenant, ça a changé parce que Internet existe. Est-ce qu'il y a beaucoup eu de transformations de la sorte dans ta pratique de ton métier en 50 ans de carrière? Bien, forcément, mais je veux dire, c'est venu graduellement. Dépendant des sujets aussi, dépendant si je travaille en couleur, en noir et blanc, dépendant si je fais une histoire d'époque ou une histoire contemporaine, je m'adapte un peu au sujet. Là. Mais forcément, je veux dire, avec le temps, c'est sûr que le style se transforme, mais moins vite, évidemment, qu'à mes débuts, mes premières années. C'est sûr que là, c'est un constant renouvellement. Là, à un moment donné, je fais de la recherche, mais c'est sûr que je m'appuie sur un style existant, qui est une façon de travailler. Puis, tu as enseigné aussi la bande dessinée pendant près de 20 ans. Oui. Ce qui n'est pas banal non plus, parce que tout à coup, ce qu'on se rend compte, c'est que ton métier, toi, tu as appris à le faire en le faisant, finalement. Oui. Alors, c'était comment pour toi, comme artiste, de transmettre ton savoir et de côtoyer les jeunes créateurs? Bien, premièrement, c'est stimulant. Ouais. Déjà, comme auteur, ça m'apporte. Ça m'amène à faire une réflexion. Par exemple, j'ai lu des ouvrages sur la BD parce que j'enseignais, que j'aurais peut-être pas lu, des ouvrages théoriques de Thierry Grunstein, puis des auteurs comme ça. Bon. Puis, il y a ça. Il y a le fait de côtoyer des étudiants, puis de côtoyer d'autres styles, puis m'ouvrir un peu plus aux nouveautés. Peut-être, j'aurais été peut-être moins porté à explorer si j'avais pas enseigné.
Puis, mais il y a aussi le fait que je transmette mon savoir, oui, mais en même temps, je ne suis pas là pour former des disciples ou des assistants. Ouais. Fait que les étudiants, ils ont tout leur style, puis là, il faut que... Moi, j'ai des façons de faire, puis je peux leur en parler. Je dis, moi, je fais ça comme ça, mais ils sont pas obligés de le faire comme moi. Non, en fait, c'est que en art, c'est comme ça, en fait. C'est qu'on apprend aussi au contact des autres, forcément, parce que les techniques sont différentes, parce que les sensibilités sont différentes. Puis autant je peux influencer les étudiants, mais les étudiants peuvent m'influencer aussi. Puis il y en a qui ont percé, là, puis qui sont connus. Puis... Ah oui, ben plusieurs, d'ailleurs. Plusieurs. Mais d'ailleurs, là, tu boucles ton plus récent album. Pour la suite des choses réales, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu portes encore des albums en toi? Ben, j'ai le goût de continuer. Ouais. Maintenant, on ne rajeunit pas. Par exemple, bon, l'Amérique et le disparu, ça m'a pris 7 ans. Ouais. À temps partiel, là, parce que bon. Maintenant, cet album-là, j'ai travaillé pratiquement à temps plein là-dessus pendant 3 ans. Là, moi, je suis encore en forme, puis j'ai encore le goût de dessiner, puis tout ça, mais je me dis, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je vais être dans quel état je vais être. Fait que j'ai le goût de faire des projets, mais peut-être mon prochain projet, je ne sais pas qu'est-ce que ça serait, mais probablement quelque chose peut-être de moins prenant ou de moins long. Parce que là, je peux m'embarquer dans un album de 200 pages. C'est peut-être un petit peu téméraire maintenant. Ben, c'est que c'est plusieurs années, donc... Puis là, je peux pas connaître l'avenir. Fait que, bon. Non, ça, malheureusement, personne d'entre nous n'a ce pouvoir. Ben, c'est ça. Mais je vais peut-être travailler de façon peut-être un peu plus relax, ou dire... Peut-être juste pour me faire plaisir. Je sais pas, je vais voir, je vais prendre un petit break... Oui, après l'album. Ouais. Ben, d'ailleurs, tu continues de collaborer au magazine Crow qui est... Ben là, ça s'est retrouvé... on y voit un numéro à la fois. Ouais. J'ai fait des nouvelles histoires de Red... C'est drôle parce qu'il y a une histoire que j'ai faite de Red Ketchup qui se passe dans un Comic-Con. Oui. Qui a servi de source d'inspiration pour le dessin animé. Ah bon? Puis il y a un épisode qui est un peu basé sur cette... C'est curieux parce que c'est une histoire qui est toute récente. Ouais. Qui est juste un one-shot, on va dire. C'est comme un truc hors série. Mais ça a quand même été utilisé comme... parce que, dans le fond, l'adaptation de dessin animé va piger ici et là dans les albums. C'est pas de façon de suivre littéralement toute la série. Il y a des surprises. C'est pas de transposition, c'est librement adapté. Vous allez chercher du matériel dans différents albums. Oui, mais on essaie de construire pour que ça ressemble à une histoire de Red Ketchup. Puis c'est surtout important, je pense, puis j'insiste là-dessus quand je collabore comme consultant au scénario, l'histoire peut changer, mais c'est le plus possible de respecter les personnages. Au moins l'esprit des personnages, même s'il y a des éléments nouveaux qui peuvent s'ajouter. Puis il y a une question d'époque aussi, par exemple, ça se passe dans les années 80, puis c'est tout dans le contexte, mais c'est sûr que c'est produit maintenant. Fait qu'il y a certaines préoccupations qu'on n'avait pas à l'époque, puis qu'on a maintenant. Par exemple, le côté inclusif, ça, on entend ça. Puis moi, j'ai rien contre. Là, je veux dire, bon, il y a par exemple, un scoop comme ça. Sullivan, le boss de Red Ketchup, c'est un noir. Ah bon? Puis ça marche. OK. Puis j'ai trouvé une tête le fun, puis c'est encore lui. Puis Plywood, l'agent Plywood. Peter Plywood, c'était ma dernière question, oui. Entre nous, il est gay. Ah ben... Puis il y a quelqu'un qui suggérait ça, puis je me suis dit, c'est parfait, ça fit. On n'avait pas prévu comme ça au départ. En fait, ça change absolument rien au personnage. C'est pas un défaut, c'est pas un handicap, c'est juste un trait de caractère qui s'applique bien, finalement. Mais puis surtout, quand on se situe à l'époque où, dans les années 80, un agent du FBI ne pouvait pas dire publiquement qu'il était gay. Non. Ben, même encore aujourd'hui, j'imagine que ça doit être encore un peu tabou. Peut-être, là, je sais. Écoute, confidence pour confidence réelle, et on va se laisser là-dessus. Si jamais un jour, il y a un live action de Red Ketchup, j'aimerais vraiment beaucoup jouer Peter Plywood. Parce que... Même s'il est gay. Oh, moi, j'ai commencé ma carrière en jouant des gays. Donc, non, pas du tout, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup du fait qu'il est maladroit, qu'il est au mauvais moment, au mauvais endroit, qu'il est une victime collatérale de cette violence-là, puis de ce monde-là qui est injuste.
Je trouve qu'il y a une belle naïveté, ce personnage-là. Et il y a une volonté, lui, il veut faire le bien. Et vouloir faire le bien dans l'univers de Red Ketchup, c'est quand même pas banal. C'est drôle parce que dans la série, en vrai, il apparaît dans un seul album, il n'est pas si important, mais ça se trouve que ce personnage-là, dans le dessin animé, prend une place beaucoup plus grande que... Puis évidemment, le dessin animé se construit autour d'une famille de personnages qui n'étaient pas nécessairement là au début dans les premiers albums. Ouais. Fait qu'il y a Sally, il y a Dr. Cunt, il y a Plywood qui sont ajoutés en cours de route. Là, ils sont là à peu près tous dès le départ. Ah, d'accord. C'est que ça change un petit peu la structure de l'histoire. Bon, alors, bref, les fans de Red Ketchup risquent d'être comblés. Risque, oui. C'est bien que tu l'as souligné, c'est bien. Ben, Réal, merci vraiment beaucoup. Et puis, bon vent pour la suite, pour l'album apparaître et pour les suivants. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.